Qu'est-ce que c'est qu'un cinéphile? Un cinéphile, c'est quelqu'un qui cherche dans le cinéma l'expression d'un art actuel et une expression humaine aussi dans cet art. Disons quelqu'un qui soit, je dis pas dingue parce que ça fait c'est un côté péjoratif, mais quelqu'un qui soit assez fanatique pour y aller un certain nombre de fois par semaine. Combien de fois allez-vous au cinéma dans une semaine? Environ 8 fois. En général, une dizaine de fois en moyenne. Actuellement, une quinzaine de fois à peu près, ou 12 fois. Autrefois, il m'est arrivé d'y aller même beaucoup plus que ça. Ah, pour moi, ça rejoint un peu ça. C'est un cinéphile, c'est un drogué qui a besoin d'avoir sa dose, qui va la chercher n'importe où, dans n'importe quelle salle. Il faut absolument sa ration de films pendant la semaine. Et vous, monsieur? Je suis un peu d'accord. Enfin, le cinéphile aussi, c'est à partir de certains films, d'un nombre extrêmement étendu de films, de se faire une espèce de, si on veut, de vie intérieure. Grâce au cinéma? Grâce au cinéma. Est-ce que le cinéma peut avoir une influence sur votre vie? Bien sûr, oui. Oui, quelle sorte d'influence? Pour moi, le cinéma a une très grande importance. On peut dire qu'il m'aide à vivre, que pour moi, c'est une manière de vivre, de voir le monde. C'est une façon tout à fait nouvelle de voir le monde, d'appréhender les gens. Le cinéma, qu'est-ce que c'est pour vous? Tout. Enfin, c'est quelque chose, c'est presque une raison de vivre. Pour moi, c'est la vie dans le sens complet du mot, quoi. Pas un mirage de la vie, ni un reflet, ni une retranscription. C'est la vie elle-même, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la révolte, tous ces sentiments qui font l'homme. Alors que la littérature, la peinture, la musique semblent réservées à certaines classes, le cinéma, grâce à son mode d'expression original et à sa plus grande facilité de compréhension, est devenu l'art de tous les jeunes, sans distinction de milieu. Et si une faible partie de la jeunesse le considère encore comme une distraction de hasard, il n'en demeure pas moins l'un des phénomènes sociaux les plus représentatifs de notre époque. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. Paris, entre la porte Montmartre et la porte de Clignancourt. Pour les jeunes de ces quartiers populaires, le cinéma est avant tout une évasion. C'est que l'on travaille dur depuis l'âge de 15 ans. Et le soir, quand on rentre à la maison, dans l'appartement trop exigu pour contenir toute la famille, on n'a qu'une idée, repartir. Et l'on va au cinéma, n'importe où, au hasard, histoire de changer d'air. Le film, on le choisit d'après les affiches collées au mur. Vous choisissez le film que vous allez voir ce soir, messieurs? Oui, monsieur. Vous venez souvent au cinéma? Ah oui, souvent. C'est-à-dire combien de fois à peu près par semaine? Oh, ça dépend quel genre de film que c'est. Et vous, vous allez souvent au cinéma? Oui, 3-4 fois la semaine. Et vous choisissez les salles où vous allez? Ah oui, je sais. Oui, dans quel genre de salle allez-vous? Dans vos salles de quartier? Oh non, le moins possible. Pourquoi? Parce que c'est pas assez bien, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par une salle qui n'est pas assez bien? C'est-à-dire propre, quoi. Il faut une salle luxueuse pour vous voir le cinéma. Oui. Et quel genre de film préférez-vous? Les films à grande mise en scène, quoi. Avec des bons artistes. Et maintenant, quel genre de film vous allez voir? Oh, ça dépend. Un peu amour, mais pas tellement, parce que c'est pas tellement vivant, ça. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Voilà, que ça remue.
Que ça remue. Qu'il y ait du sang. Qu'il y ait du sang. Voilà. En plus. Et qu'est-ce qui est important pour vous dans un film? C'est l'histoire, c'est le metteur en scène, ce sont les vedettes? La mise en scène qu'il y a dans un film où, par exemple... Citez-moi un film qui vous a plu. Un genre de film comme Spartacus, des films comme ça, quoi, c'est joli. Pourquoi? Pourquoi ça vous plaît, ces films-là? Parce qu'il y a une belle mise en scène. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Avec qui l'on va parler, enfin surtout lui d'ailleurs, va parler aujourd'hui de différents films, des sorties DVD, des sorties cinéma. On parlera notamment de Time and Tide, on parlera de M et nous parlerons de Hitler connaît pas qui sort en Blu-ray DVD de Bertrand Blier dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Sautoré. Et on vient d'entendre autour de notre générique des extraits d'un reportage issu des bonus de ce DVD, et je trouvais important avant de passer à autre chose pour pas que les gens oublient d'où ça vient tout ça. Et Antonin, vu que c'est toi je pense que c'est un truc qu'on doit à Jean-Baptiste Sautoré, qui a eu la bonne idée d'inclure dans cette édition-là une archive qui provient de je ne sais pas où, peut-être probablement de l'INA, et qui a un vieux documentaire télévisuel de 30 minutes qui s'appelle Les Jeunes et le cinéma et qui est absolument génial, hein. C'est un truc, alors c'est dommage que j'ai pas assez travaillé, ça sera le cas pendant toute cette émission, mais qui doit dater probablement du début des années 60 j'imagine, ou de la fin des années 50, et qui fait une sorte de petite cartographie du rapport des jeunes au cinéma, que ça soit en province à Angers, à Paris j'imagine sur le boulevard Saint-Germain, et aussi à Paris dans les quartiers populaires, c'est ce qu'on vient d'entendre, et c'est sidérant de voir le petit précipité de ce que c'était le cinéma dans sa phase la plus, enfin dans son aspect le plus cinéphile. On va clore l'émission sur un extrait très particulier issu de ce documentaire-là, et à la fois le rapport au cinéma chez les classes plus populaires, c'est complètement dingue. Voilà, on finira donc, on parlera dans cette émission à la fin de cette édition et du film de Bertrand Blier, Hitler connaît pas, donc qui date de 62, plus de 10 ans avant Les Valseuses. On en reparlera à la fin de cette émission. On va démarrer tout de suite avec Time and Tide de Choi Ark, qui sort lui chez Carlotta dans une belle édition, si j'ai bien compris. Avant de démarrer sur ce film et sur on en parle parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, hein. On nous a demandé, voilà, on nous a beaucoup demandé et on n'est pas là pour répondre aux demandes de qui que ce soit, mais c'est gentil de nous écouter. Justement, alors à ce propos, si les gens sont intéressés par ce cinéaste, je pense qu'ils peuvent retrouver sur internet beaucoup de spécialistes du cinéma hongkongais qui parleront très très bien de Choi Ark. Nous annonçons aussi que nos concurrents dans Attendant Godard ont prévu 2 émissions spéciales dès la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent en direct, donc sur Syllab. 2 émissions consacrées à Choi Ark à l'occasion de cette sortie justement de Time and Tide en Blu-ray chez Carlotta. Et nous avons quand même envie de foutre notre grain de sable dans la machine. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéressait de revenir sur ce personnage, sur ce réalisateur que je connais pas du tout. Je suis très nul en cinéma hongkongais. D'ailleurs, je m'excuse. Je pense que je prononce très mal son nom. J'avais entendu Olivier Assayas, qui était l'un des grands défendeurs de Choi Ark dans les années 90-2000, revenir sur ce problème que on comprend, on voit très très vite qui est un ignorant, qui est un ignorant. Il le disait pas comme ça évidemment, hein, mais il en parle très très bien et il dit voilà, c'est comme ça qu'on prononce son nom. Voilà, il a beaucoup aidé avec d'autres gens comme Christophe Gans, notamment Charles Tesson, merci, à promouvoir en France, en tout cas, ce cinéma d'action hongkongais, hein, parce qu'il s'agissait quand même particulièrement de cinéma d'action. Et c'est vrai que Choi Ark, donc, qui a 70 balais aujourd'hui, je crois, hein, a une filmographie extrêmement impressionnante. Il démarre à la fin des 70. Il continue aujourd'hui encore à faire des films. Il a eu évidemment le plus gros de sa carrière, le plus important de sa carrière à Hong Kong, mais il a aussi essayé aux États-Unis. Moi, c'est comme ça que j'ai dû découvrir son cinéma, c'est en voyant les 2 films américains qu'il a fait avec Jean-Claude Van Damme, qui quand même, hein, faut le dire, à la fin des années 90, a été cherché, enfin lui ou les autres. En tout cas, il s'est accoquiné avec que ce soit Choi Ark, Ringo Lam, John Woo, qui est resté du coup aux États-Unis et
qui est aujourd'hui ce réalisateur hongkongais que finalement le grand public connaît le plus, hein, qui lui aussi. Il n'est pas resté aux États-Unis. Hein. Il n'est pas resté aux États-Unis. Il est retourné. Là, il vient de ressortir un film chinois justement de John Woo apparemment qui est très mauvais d'ailleurs. Mais voilà, il est retourné à Hong Kong, enfin en Chine, hein, c'est pareil de toute façon. Donc voilà. C'est important de noter la différence. Et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'en fait cette distinction soit aussi importante que dans les années 90 et 2000. Mais encore une fois, justement, moi je voulais revenir sur le fait que j'ai eu à une époque une habitude. J'ai regardé des films d'action hongkongais beaucoup à un moment quand j'étais à la fac justement, et que comme les gens qu'on a entendu juste avant, je regardais 3-4 films par jour. Donc oui, il y a un moment tu rentres dedans et puis t'as ton œil qui t'habitue. On a déjà parlé de ça à l'émission, notamment par rapport aux nanars. Je me rappelle d'une discussion qu'on a avec François Co sur les nanars, sur le fait que lui par exemple il regardait des films indiens et qu'il les voyait pas du tout comme des nanars, alors qu'on montre ça à n'importe quel spectateur aujourd'hui qui a jamais vu un film indien avec d'un coup une comédie musicale, évidemment il trouvait ça grotesque. C'est un problème d'habitude de l'œil, de la culture, de n'importe quoi, de la convention. Et c'est quelque chose qui se travaille. Moi je suis convaincu que c'est quelque chose qui se travaille. Moi j'ai perdu ce travail-là avec ce cinéma hongkongais. Comme quelqu'un qui n'a jamais vu de film de western des années 50. Un film en noir et blanc aujourd'hui. Moi les cartons pâtes derrière, c'est ça. Je peux pas quoi. Alors que quand on voit, après ça te gêne même plus. Ou n'importe quel adolescent avec qui on parle de cinéma aujourd'hui qui n'a jamais vu un film en noir et blanc et qui pour lui c'est impensable. Déjà regarder un film en version originale c'est un peu difficile, de regarder un film en noir et blanc c'est complètement impensable. Parce que dans 30 ans quand on dira à tout le monde Avengers c'était génial et que les adolescents nous riront au nez en disant attends les effets spéciaux numériques c'est pourri, voilà. Nous on sera suffisamment aguerris pour dire mais non Avengers c'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est juste le mouvement qui compte. Regarde, on prendra la défense d'Avengers dans 30 ans, on sera là à dire oh mais oui, vous vous rendez pas compte de l'importance que ça a eu en 2018, Avengers, tout ça, machin, Marvel, c'était vraiment important à l'époque et on nous rira au nez. C'est exactement ça. Et malgré tout, moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que malgré ce problème que j'ai de mon œil, de ma culture, qui est complètement affaibli par rapport à ce cinéma de Tsui Hark, alors même que c'est quand même un film de 2000, hein, c'est pas. D'ailleurs, ça faisait que déjà depuis 80, il avait déjà bossé, il avait déjà fait beaucoup de films. Là, Time and Tide ressort, il y a beaucoup de Tsui Hark qui sont complètement invisibles ou pas sortis en France aussi, hein. Il y a un gros travail à faire encore sur ce cinéma-là qui influence et qui a beaucoup influencé le cinéma américain notamment. Nous on passe notre temps à parler de cinéma américain et on parle par exemple de Tony Scott, on parle de gens qui ont un travail sur le montage qui est évidemment sous influence de ce que lui a pu proposer. Jack Burton, de Carpenter, voilà. Ça vient probablement de l'histoire de photo. C'est ça, c'est qu'il a une influence qui est extrêmement importante. Moi en voyant ça aujourd'hui et en voyant Time and Tide aujourd'hui par exemple, j'arrête pas de me dire c'est brillant. C'est vraiment brillant. C'est-à-dire qu'en effet, c'est extrêmement rapide. C'est complètement fou. Il y a des mouvements de caméra qui sont encore aujourd'hui, 20 ans après quasiment, qui sont impressionnants. Il y a rien en trop. C'est-à-dire que chaque plan est une information importante. T'as pas intérêt à regarder ton téléphone en 2019 parce que sinon t'as l'impression d'avoir perdu la moitié de l'histoire. C'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement précis malgré évidemment ce sentiment non pas de chaos. Je pense à Chaos par rapport à The Blade qui est l'un de ces films qui moi m'avait vraiment impressionné pour le coup quand j'étais justement étudiant où là j'avais cet œil aguerri entre guillemets, préparé à le voir, habitué à ça et je l'avais vraiment ressenti ce film et ça avait fonctionné à plein. Là quand je vois ce Time and Tide aujourd'hui, je vois les informations. J'essaye d'enregistrer un maximum d'informations mais ça va à une vitesse tellement folle, il y a aucun plan qui se répète, c'est-à-dire que c'est vraiment complètement dingue en termes de mise en scène. Et en fait, j'ai regardé des films en me disant constamment, j'étais énervé contre moi-même en me disant je suis nul et énervé, jaloux des gens en fait qui prennent leur pied devant ça en me disant celui qui est aguerri, qui est prêt à apprécier, à prendre son pied, vraiment son pied devant ce Time and Tide, devant Tsui Hark. Il a de la chance, il a beaucoup de chance parce que évidemment c'est tellement au-dessus de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de cinéma d'action et notamment de cinéma d'action américain, en termes de mise en scène, en termes de capacité à raconter une histoire en fait.
les propositions que ça apporte et l'évolution que ça a, alors que ça a 20 ans déjà, j'envie vachement ces gens qui sont capables d'apprécier ça. Ouais, bah moi je partage un peu ton point de vue. Moi j'ai un peu ça avec le cinéma de Choi Ark de façon générale. D'ailleurs, j'ai maté avec mon fils le Zoo et les Guerriers de la Montagne Magique il y a pas si longtemps que ça. Pendant 15 minutes, je me disais putain, c'est génial, c'est vraiment génial. Et au bout de 15 minutes, en fait, ça me fatigue. En fait, ça. Et encore une fois, même réflexion que toi, je me dis, oh là, c'est pas possible, c'est que je suis peut-être trop vieux, j'ai un truc où ça nécessite chez moi un effort pas croyable de pouvoir enregistrer toutes les informations visuelles que ça peut avoir. Alors Zoo, c'est un de ses premiers films, si je me trompe pas, parce que je connais très mal sa filmographie. Zoo, c'est pas juste après justement Time and Tide? Non, en fait, c'est la suite juste après Time and Tide. Tu vois, comme quoi j'y connais rien. Les Guerriers de la Montagne Magique, il y a 2 films, mais son premier, celui qui l'a fait connaître, il me semble-t-il, en tout cas par lequel il s'est imposé de façon confidentielle, mais tout de même sur la scène internationale, parce qu'il a été reconnu par ses pairs, en général des cinéastes comme Carpenter et probablement des gens comme Spielberg et compagnie, qui ont vu ça, ils se sont dit ouais putain, il y a vraiment une façon de jouer avec le montage qui est absolument inédite, parce que c'est un très très grand formaliste, en tout cas pas formaliste, expérimentateur. Oui, puis il a relancé aussi les séquences de combat aériennes, c'est ça, ouais. qui étaient déjà apparues visiblement avant quand même, mais il a vraiment ancré quelque chose. Il y a un côté très jusqu'au boutiste chez lui, dans une façon assez radicale de filmer des scènes d'action, en tout cas dans les films les films de sabre, les films de kung-fu, de vraiment accentuer le côté câble et compagnie, on s'envole et compagnie, et c'est toujours la mise en scène qui fait la chose en fait. C'est effectivement, on peut jouir, et on jouit de ça dans Time and Tide, c'est que se dit il y a un investissement physique des comédiens qui est juste délirant, et tu dis c'est dingue, mais là quand même le gros de l'action et quand même le gros de l'énergie cinégénique du film est vraiment opéré par la mise en scène dans tous ses aspects, et le montage et les cadrages et tous les mouvements qui sont dans le cadre, quoi. C'est vraiment ça qui fait ça. Ce qui fait, moi le film pareil, je l'ai vu, je parlais du plaisir. À un moment je trouve ça fatigant. De temps en temps, tu es capable d'apprécier une fulgurance. Bien tu sûr, vois d'un coup, tu vois un plan, une séquence que tu peux prendre à part du reste du film. Cette séquence-là, j'aime le projet ce aussi. plan, ce cadrage, la façon de présenter cette situation, elle est tellement innovante. Tu dis, c'est très impressionnant. Ouais. Et puis t'as quand même ce truc, et puis le film là, ne ment pas. Il y a vraiment une déclaration d'intention. Il cite, ça démarre par une sorte de citation un peu biblique, genre au tout début il y avait le chaos, et puis après il y a eu l'homme, la femme, machin. Un truc très chrétien justement, mais qui place tout de suite le film sur un level un poil nihiliste justement. Oui, mais ça, en tout cas ça place le film sur un terrain presque conceptuel et cosmogonique quelque part. Ce qui fait que tout ce qu'on voit, toute l'intrigue qui est quand même assez costaud en termes de nombre de personnages et compagnie, finalement ne sont que des planètes qui s'entrechoquent quelque part. On est dans un côté presque conceptuel, en tout cas beaucoup plus, non pas métaphysique, mais quelque chose qui serait de l'ordre du assez cosmogonique, quelque chose comme ça, quelque chose qu'on ressent moi dans The Blade, que pour le coup j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'avait beaucoup plu, même si j'avais un peu peur, que je l'ai revu il y a 3 ans, et j'avais un peu peur justement pour les mêmes raisons que toi, en me disant je regarde plus le film hongkongais, voilà, je vais te perdre. Non, The Blade qui est vraiment là-dessus, sur une sorte de représentation du chaos. C'est radical The Blade, c'est complètement radical, vraiment, et là c'est complètement fou. Moi je trouve, l'édition en tout cas que fournit Carlotta, moi ce qui m'intéresse aussi là-dedans beaucoup, parce que c'est des sujets aussi qui m'intéressent, c'est l'aspect très réception cinéphilique de la chose. Le cinéma de HK a un truc très particulier chez lui, il cristallise beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui a été à la fois très défendu par des gens comme Christophe Gans, l'école Man Movies, l'école qu'on pourrait cataloguer assez vite comme l'école geek, c'est-à-dire des gens qui valorisaient ce cinéma populaire, d'action, de genre, et qui en même temps, qui est aussi un cinéma dont les premiers écrits ont été faits dans les cahiers du cinéma par Charles Tesson et aussi Olivier Assayas, qui avait fait un Made in HK dans les cahiers du cinéma, qui avait les premiers mis en avant des gens comme King Hu, il me semble qu'il parlait déjà de Choi Ark à cette époque-là. Et Choi Ark, même lui-même dans cette vague-là, a une place un peu particulière, parce que c'est quelqu'un qui finalement a été
beaucoup moins considérés, enfin en tout cas beaucoup moins rapidement considérés que des gens comme John Woo. John Woo qui, là pour le coup je suis très contemporain de ça, arrivait aux États-Unis et tout de suite Télérama ou les cahiers du cinéma faisaient leur coupe justement, dessus. Syndicat du crime produit par Choi Ark, réalisé par John Woo, c'était le 2 ou je sais plus quoi. Voilà, d'un coup nous ça sortait déjà justement chez la collection HK. Oui, parce qu'il y a une collection HK, mais après quand John Woo est arrivé aux États-Unis, ah oui, tout de suite il est considéré parce que il fait même son film avec Van Damme justement, Chasse à l'homme. D'un coup c'est un événement en fait. Ouais, carrément. Et t'as ce truc qui est très intéressant qui est dit par Charles Tesson dans les bonus, c'est qu'il dit qu'il y a quelque chose qui est très étonnant chez Choi Ark, c'est que ça a été une sorte de parrain pour toute une génération de cinéastes de Hong Kong et qu'il n'a jamais été rentier de son statut d'auteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu capitaliser, qui n'a jamais eu un plan de carrière pour s'attirer les sympathies de la critique de cinéma pour accéder à un statut autre que celui de simple faiseur de sa boîte de production, la Film Workshop. Et ça me paraît hyper intéressant, évidemment en totale contradiction avec un mec comme John Woo, qui tout de suite a mis en avant des références prestigieuses de type Jean-Pierre Melville et puis des marques d'auteurs très fortes comme le Mexican Standoff, les Pigeons à autre chose que Choi Ark aux États-Unis. Il fait 2 films avec Van Damme, il retourne chez lui, alors que John Woo il passe après à John Travolta, Face Off avec à Volte-Face, et puis en Mission Impossible, et puis après ça s'effondre un petit peu. Oui, ça s'effondre totalement, mais c'est quelque chose qui a fait long feu. Et moi, là où je suis, dernier point qui m'intéresse là-dessus, sur ce cinéma HK, c'est qu'effectivement, on sait qu'il s'est passé un truc probablement très dramatique pour le cinéma HK, c'est la rétrocession à la Chine. Et c'est peut-être, je sais pas, parce que je suis pas du tout dans les petits papiers et de ça, mais je suis toujours étonné de voir que ce sont des films qui ne sortent très peu en vidéo en fait, quoi, qui circulent dans des vieux DVD de la fameuse collection HK, qui sont évidemment très peu diffusés, qui ne sortent jamais en salle, enfin qui ne ressortent jamais en salle, très peu. À l'exception des Détective D justement. Non mais Détective D, ça c'est une nouveauté, mais je veux parler même en termes de réédition, tu vois, dans tout ce qui peut nous intéresser sur le cinéma de patrimoine et compagnie, le cinéma HK, dont on se doute très bien que tout comme la Japanime par exemple, il y a un vrai marché pour ça. Il y a des gens qui sont très désireux de voir ça. C'est des films qui sont probablement vus en streaming et compagnie, même je parlais de Jackie Chan et compagnie, mais c'est des films qui ne sortent très peu en Blu-ray, qui sont très peu réédités. Et je pense que c'est probablement de quelques Jackie Chan justement, et puis de quelques titres par-ci par-là. Très peu. Les éditeurs historiques, là il y a Time and Tide chez Carlotta, mais finalement eux ils étaient plutôt sur du King Hu auparavant. Et je pense que c'est aussi une question de copies disponibles. Et je pense que ça va être un vrai drame au bout d'un moment pour le cinéma hongkongais. C'est que du fait de cette rétrocession-là, toutes les boîtes qui faisaient tous ces films, la production a été pléthorique. Il y a une vraie industrie sur 20 ans ou quelque chose comme ça qui a produit énormément, une vraie industrie avec des auteurs. Qui a une vraie importance aussi dans l'histoire du cinéma, au-delà de ses qualités propres. Tous ces cinéastes-là, de toute façon, et ça c'est très bien dit dans les bonus, même par les 2 scénaristes français qui travaillent là-bas, c'est qu'il y a tout le cinéma de cette époque-là était guidé par cette idée que bientôt ça allait être fini parce qu'il allait avoir la rétrocession de la Chine populaire et que tous les films étaient faits dans cette urgence du fait qu'il y avait ce savoir que pour eux la fin du monde était proche. Je parle de façon imagée, hein, mais pour eux il y avait un truc qui allait se terminer, que cette liberté-là ils ne l'auraient plus. Et je pense que ça... toute cette histoire de copies disponibles, de travail patrimonial qui sont de toute façon fait aussi par les pays aussi, par des sous-publics, par des trucs, ne peut pas être fait sur ces films-là. Je pense qu'il y a probablement une histoire comme ça, du fait qui justifie, qui explique le fait qu'on ne peut pas trop avoir accès à des films de bonne qualité. Alors, on peut se satisfaire de voir des films en streaming dégueulasses, mais moi je trouverais ça toujours affreux. En tout cas en salle, parce qu'il existe. Bon, par contre, c'est vrai qu'on peut retrouver des Blu-ray étrangers, et même en Chine, il existe des copies. Après, évidemment, comparé à la quantité de films en effet qui ont été produits, même juste pour parler des années 90 par exemple, 80-90, c'est vrai que la quantité de films qui ont été produits et ce qui a créé ce mouvement qui fait que dans les cahiers ou dans Mad Movies justement on a commencé à en parler. Il a fallu déjà qu'il y ait beaucoup de films avant que ces gens-là en parlent, hein. Les cahiers c'était très précurseur parce que le cahier on imagine ce qui a été perdu au moment de la production de Zoo, donc c'était vraiment on imagine quand même ce qui a pu être perdu depuis en fait justement en termes de qualité de copie, quoi. Time and Tide donc en tout cas est disponible là dans une belle copie a priori chez Carlotta dans un beau coffret, et on va passer à autre chose, un truc
complètement différent pour continuer cette émission un peu catalogue, même si on a quand même réduit les choses. Et on va parler, pour faire un truc joyeux, un peu de pédophilie. On va écouter un extrait, histoire de faire une transition d'un film lui aussi très très joyeux, Le Souffle au cœur. Et on se retrouve juste après pour parler de M, de... pardon, Yolande Zoberman. Zoberman. Allez. J'étais pas très loin. Bon. Alors, quel péché avez-vous commis? J'ai menti à mes parents. J'ai dit des gros mots. Oui. J'ai fumé dans les water. C'est tout? Vous n'avez pas eu de mauvaises pensées? Quelquefois. Vous êtes encore souillé? Oui, mon père. Souvent? Combien de fois? Plusieurs fois. Seul? Oui. Sauf 2 fois avec mon frère Marc. Asseyez-vous. Je vais vous parler en ami et non plus en confesseur. J'attire votre attention, mon petit Laurent, sur la gravité de tout cela. Si vous n'interrompez pas ces pratiques déplorables, Dieu se détournera de vous à jamais. Voyez-vous, nous sommes tous très faibles. De pitoyables êtres humains, en proie aux tentations les plus basses de la chair. Pour ceux qui ont fait vœu de chasteté, croyez-moi, le combat est souvent terrible. Vous êtes à l'âge où l'on découvre ces tentations et vous y résistez mal. Mais prenez garde. Vous allez vous créer des habitudes auxquelles plus tard il vous sera impossible de renoncer. Pensez aussi à votre future épouse. La pureté que vous attendrez d'elle, elle est en droit de l'exiger aussi de vous. Je suis sûr que vous vaincrez. Vous êtes un de ceux dont nous attendons le plus. Et dites-moi, vous êtes très musclé? Vous faites de la natation? Oui, mon père. Vous êtes beaucoup développé depuis 1 an. Je parie que je peux plus faire le tour de votre cuisse avec mes 2 mains. Ah, vous voyez, j'y arrive pas. Je vous félicite. Mas sana in corpore sano. Un extrait du Souffle au cœur de Louis Malle de 71 avec Michael Lonsdale qui introduit qui introduit la chronique d'Antonin de M que je n'ai pas vu, qui est sorti à l'Arvor. Oui, pour les Rennais, ouais, c'est sorti à l'Arvor. M de Yolande Zoberman, moi, un film qui m'a fait une forte impression, qui est un documentaire. Et donc avant de parler vraiment de ce film-là spécifiquement, ça m'a marqué parce que je suis allé voir le François Ozon, grâce à Dieu. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, c'est que ça apparaît quand même à un moment particulier où d'un coup on a les histoires de procès, Barbarin, n'importe quoi. On a un documentaire sur Michael Jackson qui apparaît, Living Neverland, qui apparemment est très très mauvais de ce que j'en ai vu. Ça n'avait aucun intérêt. On a le film de François Ozon qui sort, qui parle aussi d'un sujet entre guillemets similaire, à savoir justement la pédophilie, et que tu as vu aussi, tu pourras... le Grâce à Dieu, oui, le j'ai Grâce vu, à ouais. Dieu, Ouais. Et puis apparaît du coup le M qui détonne un petit peu justement par rapport à ces objets qui ont cinématographiquement ou en tout cas ont peu d'intérêt, et puis là d'un coup on a un... Ouais, en fait moi le Grâce à Dieu, j'étais un peu j'ai l'impression de m'être fait avoir un peu par ce film, parce que moi, François Ozon, c'est clairement pas du tout mon cinéaste préféré. Et je suis allé voir le film, et effectivement, c'est un film assez efficace, quoi. Enfin, très efficace, très bien fait. En termes purement de pure fabrication, je l'ai trouvé assez impeccable. Dans le sens où c'est vraiment un film qui presque a une mécanique qui serait plus proche de celle d'un cinéma américain, de type un procedural classique de film américain, c'est-à-dire tous ces films un peu à la Erin Brockovich, qui racontent la lutte d'individus contre le système judiciaire, en tout cas pour faire valoir leur cause. Ce qui peut être très bien. Ce qui peut être très bien dans le cas du cinéma français, ce qui n'est pas forcément... Et carrément, enfin voilà, le film est plutôt bon là-dessus. Et qui n'a pas forcément en sujet principal, moi je parle sans avoir vu le film, mais qui n'a pas forcément en sujet principal, la pédophilie, qui a peut-être plus, d'après ce que j'ai entendu dire, la parole elle-même, et comment libérer la parole. C'est peut-être plutôt ça son sujet, plutôt que la pédophilie elle-même, c'est comment libérer la parole. Ouais, c'était exactement ça, et puis c'est surtout... Enfin, ce genre de film, il y a des mécanismes dedans qui sont de toute façon qui sont en général assez
confortables en fait, qui font tout le genre, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une injustice, un individu, un personnage principal qui combat cette injustice, et nous en tant que spectateurs on s'identifie à cet individu et on est très satisfait et on bouillonne en même temps que le personnage principal contre cette injustice, et on va être au fur et à mesure plutôt satisfait de voir nos convictions vengées par le personnage principal qui va parvenir à ses fins. Donc tu as tous des mécanismes et tout ça, bon voilà, ça fait un peu décortiquer, un peu pisse-froid de dire ça, mais il y a fait assez basiquement, c'est un genre qui finalement est relativement confortable et qui cache ses atours derrière des thématiques qui se disent un peu dérangeantes en fait, mais qui sont en général des films relativement confortables et qui permettent de se rebeller à peu de frais en fait. Moi c'est le sentiment que j'ai le genre dans son ensemble. Quand c'est fait par des cinéastes beaucoup plus des vrais cinéastes, des cinéastes qui vont dans la complexité des choses, ça donne les films de Sidney Lumet par exemple, qui a fait des films comme ça, où on sent d'un coup il y a vraiment de la complexité là-dedans, du coup on bénéficie de toute la force du genre en lui-même, et en même temps on atteint une sorte de complexité qui fait que les choses ne sont pas si on atteint une certaine degré de complexité beaucoup plus cinématographique du coup. Là, grâce à Dieu, effectivement, je vois le film, je prends beaucoup de plaisir, je suis très satisfait de mon expérience de spectateur, et à la fin, je me dis bon bah. En fait, est-ce que j'ai vu les dossiers de l'écran? Ouais, et puis j'ai surtout vu non pas les dossiers de l'écran, parce que le film est relativement très romancé, il fonctionne vraiment à une énergie romanesque, non pas une énergie didactique en fait, mais j'ai eu plus le sentiment de voir de la série télé en fait quoi. J'ai plus eu l'impression de voir une sorte de mini-série de 3 heures qui fonctionne beaucoup à cette énergie romanesque, poser des personnages, arriver à le faire en 2 temps, 3 mouvements, mettre suffisamment d'action et de rebondissement pour que ça fonctionne. Ce qui demande quand même une certaine efficacité, un certain savoir-faire. C'est un vrai talent de scénariste de pouvoir faire ça. Voilà, il y a une succession de personnages. Et d'ailleurs, hein, c'est vrai que même dans son écriture, on voit très bien l'influence de la série. Hein. Le film bascule de personnages. Il y a clairement 3 parties où, dans les 3 parties, c'est un personnage différent qui est là. On a Romain, comment il s'appelle, Melville Poupeau. Après, on a Denis Ménochet. Après, on a Swan Arlo, qui, soit dit en passant, est absolument exceptionnel dans le film. Mais en fait, ce qui m'avait étonné dans le film, c'est que François Ozon, c'est quand même un cinéaste qui a commencé sous des auspices un peu, enfin en tout cas ses influences revendiquées, c'était quand même des gens comme Fassbinder ou comme Jean Genet. Il venait de la Fémis et tout ça, mais il était dans un cinéma qui se voulait explorer des zones assez troubles de la sexualité, de l'identité, quelque chose qui allait vraiment là-dedans. Et je l'ai trouvé dans Grâce à Dieu, qui effectivement, on parle pas ni de l'homosexualité, ni d'une zone trouble du désir, hein, on parle effectivement d'un crime, je dis parce que je peux arriver dans des territoires qui peuvent être très troubles, mais c'est vrai que c'était étonnant, François Ozon, dans le rapport qu'il avait avec ses personnages, me paraissait extrêmement en retrait et ne s'appuyait justement que sur ce cheminement dramaturgique. Jamais il n'abordait de front. Finalement, il a fait un film sur la procédure, sur les victimes, mais on voyait qu'à aucun moment il n'arrivait dans la zone trouble que ça pouvait figurer. J'avais un exemple en tête quand je commençais à réfléchir sur le film, c'était Mysterious Skin, qui n'est pas du tout un procédural, hein, mais qui était vraiment un film sur la pédophilie, qui lui reste toujours, c'est un film de Greg Araki, hein, oui. Extrêmement dérangeant là-dessus. C'est début 2000 ouais, ça doit être début 2000, 2005, quelque chose comme ça. Mais qui est un film qui justement va dans cette zone de voilà, quand on est victime de pédophilie, on est dans une sorte de il peut y avoir une sorte de syndrome de Stockholm avec son agresseur. Enfin, on peut être dans ce truc-là. Et c'est clairement une zone, par exemple, qui aurait pu intéresser un François Ozon de la première manière. Ce qui est abordé du coup dans le documentaire sur Michael Jackson. Hein. Oui, carrément. Et de façon très c'est mal mise en scène, mais c'est l'un des propos du documentaire sur Michael Jackson. C'est ce qui revient souvent de toute façon dans les films assez intéressants sur la pédophilie. Il y avait un autre film auquel je pensais, c'était Mystic River de Clint Eastwood, c'est pas du tout le sujet, la pédophilie, mais il y a des très belles scènes avec Tim Robbins qui regarde des films de vampires et qui fait cette analogie très juste avec justement les vampires, le fait que cette fameuse crainte que les victimes de pédophilie ont, en plus de la honte, c'est que justement il y a ce côté
on est agressé sur la zone de désir en fait, et que finalement, exactement comme la figure du vampire, c'est-à-dire je te tue en même temps que tu as du plaisir à ce que je te tue. Il y a cette zone-là qui est extrêmement compliquée, qui est assez répandue a priori chez les victimes de pédophilie. Et évidemment, c'est pas évident de mettre les pieds là-dedans. C'est carrément pas évident. C'est vraiment hyper compliqué. Et en fait, M, donc de Yolande Zoberman, c'est un documentaire qui est donc une cinéaste française qui a qui a travaillé en tout cas en Israël chez Amos Gitaï. Le principe, le point de départ de son documentaire, c'est qu'elle a rencontré sur le plateau d'un film de Amos Gitaï un jeune garçon dont elle était très surprise qu'il parle si bien le yiddish, sachant que là-bas c'est plutôt l'hébreu qu'on parle, et découvre en faisant connaissance avec lui qu'il vient d'un quartier, d'une ville ultra-orthodoxe, de la ville ultra-orthodoxe d'Israël, une ville qui est un peu en périphérie de Tel Aviv, une ville qui s'appelle Bnei Brak et qui est constituée entièrement d'une communauté ultra-orthodoxe qui, eux, ne parlent que yiddish parce que l'hébreu, c'est la langue sacrée et qu'on ne peut pas parler hébreu tous les jours. Et découvre aussi que ce bonhomme-là a quitté cette ville-là, a quitté sa communauté, a quitté sa famille parce qu'il a été victime de violences sexuelles. Et là, tu arrives dans une zone hallucinante. C'est qu'à la fois, elle le suit, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qu'on sent un petit peu en perdition et surtout qui nourrit le ressentiment que son agresseur n'ait pas été déclaré coupable par les institutions, que sa famille, à lui, ne reconnaissent pas totalement son statut de victime. Et donc on découvre un personnage au tout début du film qui est plutôt animé par une sorte de désir assez revanchard, qu'il a envie d'en découdre avec son agresseur, en tout cas de le mettre devant le fait accompli, et en même temps on sent chez lui cette volonté d'un peu faire reconnaître à sa famille que il s'est passé quelque chose de terrible et qu'ils n'ont pas été à la hauteur de cette situation-là. Et on le découvre là-dedans. Alors là, on pourrait être sur le même territoire que François Ozon, quelque chose de... Un combat juridique. Un combat juridique. Et d'autant que la personne filmant, l'auteur du documentaire, qui ne se met pas en scène, mais dont on entend la voix, en sachant que c'est filmé en caméra embarquée et plutôt mal. Au début, je me disais, c'est pas cadré, c'est chiant, et sur certaines scènes, tu dis, c'est pas possible. Mais elle parle à son personnage et tout. Et elle nous dit en voix off que pour elle, c'est un peu le mal absolu. Ces juifs orthodoxes là, c'est des tarés, voilà. Et donc on se dit on est sur un terrain plutôt confortable d'une athée, d'une personne qui est absolument contre les intégrismes, de quelqu'un qui va en découdre avec eux, et on va aller les affronter, quoi. Et en fait, il se passe des trucs très particuliers. C'est vraiment une sorte de miracle documentaire. C'est qu'on le suit. Il veut essayer de confronter son agresseur qui ne montre pas sa face. Il y a des séquences et arrivent des scènes où elle se balade. Ça se passe entièrement de nuit. Il se balade dans des cimetières pour lui expliquer que quand il a quitté sa famille, il allait dormir dans un cercueil pendant quelques nuits, tout ça, parce que ça le permettait de souffler un petit peu. Ils sont dans le cimetière, tu as des gens qui arrivent là, qui disent qu'est-ce que vous faites là ? On fait un documentaire parce qu'il a été victime d'agression sexuelle. Ah, moi aussi, j'ai été victime d'agression sexuelle dans cette ville-là. Donc il y a 2 scènes, je crois, ou 3 scènes comme ça, où ils sont en train de parler, on voit que c'est pris sur la vif, et qu'il y a des gens qui arrivent, et on découvre que tu as l'impression que tous les endroits où il filme son personnage, il y a des gens qui s'agglomèrent et qui viennent témoigner aussi qu'ils ont tous été agressés sexuellement, et que cette ville qui est donc ultra orthodoxe, où il n'y a même pas la police qui circule parce qu'il n'y a pas de crime, parce qu'ils sont tous religieux soi-disant, ils ont tous été victimes. Il y a une sorte de grande communauté d'agressés sexuellement. Et jusqu'à ce qu'ils rencontrent des mecs qui non seulement ont été agressés sexuellement, mais ont eux aussi agressé sexuellement. Et des séquences de discussions incroyables autour du feu, ou je sais pas quoi. C'est le souvenir qui m'en reste, où tu as l'impression que tu as plein de gens qui discutent, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, dont une personne qui a été agressé sexuellement, qui lui-même a agressé sexuellement des enfants, qui est allé en prison pour ça, qui essaye de faire sa rédemption en essayant de faire des choses là-dessus, et qui parle
très librement, de façon très construite du rapport justement de ce rapport très vampirique là. Et là, on a la différence presque entre un film comme le Grâce à Dieu qui serait vraiment un film sur la pédophilie et sur les communautés pathogènes, les communautés intégristes ou religieuses vraiment pathogènes, qui serait un film sur ça, et M qui serait un film qui serait à l'intérieur de son personnage, et à l'intérieur, qui serait dans son personnage et dans la communauté. C'est-à-dire que le film va accomplir un mouvement, non pas de réconciliation, c'est pas possible, mais on va essayer de libérer cette parole chez tout le monde. Et c'est juste cette parole-là qui se libère dans toute sa complexité, et la complexité est redoutable, et qui va arriver à des trucs à la fois hyper dérangeants, parce que ça, t'es sur des terrains hyper dérangeants, et à la fois hyper chaleureux, parce que tout le monde finit salvateur, en tout cas. Et tout le monde communique. Et voilà, on arrive à un trajet qui non pas de réconciliation, ce serait vraiment pas du tout le bon mot, et ce n'est pas le bon mot. Oui, c'est un peu comme les nazis et les juifs qui vont se réconcilier. Ouais, c'est pas. Ils sont trop obtus l'un d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vraiment un documentaire complètement fascinant. M, qui est donc encore projeté à l'Arvor. Alors visiblement ça va pas durer très longtemps malheureusement. Un documentaire au cinéma déjà c'est exceptionnel. On va tout de suite avec le temps qui nous reste passer à autre chose. On va quand même écouter un court extrait avant, puisque nous allons parler de l'une des sorties de la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret chez Studio Canal. Il s'agit de Hitler connaît pas de Bertrand Blier. Tout de suite un extrait de Hitler connaît pas de Bertrand Blier. Liliane, je l'ai connue dans un foyer de jeunes filles. Et puis, je pensais que si je pouvais l'emballer, que ça serait une fille d'un jour, Et puis j'ai lancé avec elle. Mais alors là, je me suis aperçu que c'était tout autre chose, J'étais bouleversé, j'étais retourné, si on peut dire. Et puis le soir, quand je l'ai quittée, je suis rentré me coucher. Et j'ai rien pu faire d'autre que lui écrire, Je pensais à elle. De même que le lendemain, j'ai travaillé avec plus de cœur. Mais ce que je faisais, les travaux que je faisais, je m'imaginais que c'était pour elle, Je me sentais pas fatigué, en travaillant j'étais bien. Pourquoi? Je ne sais pas, je pensais à elle. J'étais content, j'étais heureux. Il me semblait avoir trouvé... J'avais une nouvelle vie, Un mec aussi, puis... Elle est venue chez moi à Noël. Et on a fait plus ample connaissance, Un instant est venu où... On s'est embrassé comme ça, au hasard, sans préméditation, si on peut dire. Et puis, à la même occasion, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai fait son affaire, si on peut dire. Et puis, je l'aimais quand même encore, Elle est repartie. On a continué à s'écrire. Et puis, de là, toutes les histoires sont arrivées. Alors, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. J'ai connu d'autres filles. Alors, cela, c'était fini, Un extrait d'Hitler connaît pas de Bertrand Blier qui ressort donc, qui sort d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas trop d'édition de ce film, dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret chez Studio Canal, avec aussi le film d'Alain Corneau, France Société Anonyme. Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, que je n'ai pas vu pour le coup, et d'ailleurs, je vais te laisser parler du film de Blier que moi je n'ai pas vu depuis 20 ans à peu près, juste rapidement pour
pour présenter ce que je peux faire quand même ce film, qui date de 62 ou 63, donc c'est 12 ans avant Les Valseuses, qui va vraiment être le boom de Bertrand Blier, et puis après ça, il va réussir à faire quand même régulièrement des films, parce que moi, en voyant un peu sa filmographie, j'étais surpris de voir, c'est pas le type qu'enchaîne un film par an, c'est pas Woody Allen, Bertrand Blier. Il y a quand même dans les années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est un type qui prend 2-3 ans au moins. Déjà, il y a 10 ans entre Hitler connaît pas et Les Valseuses. Ah oui, voilà, mais il y a un vrai gros trou. Alors il fait quand même Espion, Lève-toi, un truc comme ça, entre les deux, il fait un long métrage avec son papa d'ailleurs, je crois, que je n'ai pas vu, hein, c'est l'un des seuls Blier que je n'ai pas vu, je crois, qui fait en 65, 66 je crois, il fait un court métrage aussi, et je pense qu'il a beaucoup écrit dans cette période-là, dans les années 60 en fait. Avant ça, dans début 60, fin 50, début 60, il fait beaucoup assistant réalisateur avec Georges Lautner notamment. Il est accompagné par son papa qui a dû l'aider. Quand il fait Hitler connaît pas, il a quoi? Il a 24, 25 ans, je crois, un truc comme ça. Là où je voulais en venir avec Bertrand Blier, c'est qu'en tout cas, il prend son temps, et je pense qu'il prend son temps aussi pour... il a toujours été attentif à l'époque qu'il avait en face de lui. Les Valseuses, évidemment, c'est extrêmement symbolique par rapport à ça, mais déjà, du coup, dans ce document-là, dans le souvenir que j'en ai dans ce documentaire-là, en tout cas, Hitler connaît pas en 62. Ce qui l'intéresse quand même vachement, c'est de prendre le pouls de son époque. Hitler connaît pas, c'est... tu me diras si je me gourre, hein, de toute façon, parce que moi, c'est encore une fois un souvenir que j'en ai qui est quand même assez lointain, mais c'était un titre très ironique, parce que justement, tous les jeunes qui l'interrogeaient, enfin toutes les personnes en tout cas qui l'interrogeaient dans le documentaire, parlaient de beaucoup de choses, sauf justement de Hitler, par exemple, et d'un drame, d'une catastrophe qui était survenue il y a pas longtemps, hein. C'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, enfin c'est que dalle quoi. Et non, on s'intéressait à des petites choses du quotidien, et c'est du pré-68, ça annonce quand même quelque chose aussi qui va arriver, et on a affaire à un document de l'entre-deux qui était dans mon souvenir en tout cas assez fascinant, parce que justement aussi par cette espèce de, pas de frivolité, mais pas loin en tout cas par rapport justement à deux événements majeurs de l'histoire de la France, entre guillemets, à savoir la Seconde Guerre mondiale, mai 68, qui va changer beaucoup de choses, et de voir voilà cette chose-là qui montre ça justement, cet intérêt qu'il peut avoir pour ce qui se passe en face de lui, et 10 ans plus tard, paf, Les Valseuses, quoi. Ouais, alors frivolité, je sais pas, mais par contre, truc de cinéma de l'entre-deux, carrément, en fait. C'est vraiment... alors, c'est beaucoup dit hein, dans la splendide édition de ce film-là. Hein. Après, c'est vraiment un truc... Enfin, c'est une superbe édition. Après, France Société Anonyme, moi, je suis pas super Alain Corneau, c'est un des premiers Alain Corneau. Je crois que c'est le premier. C'est vraiment une curiosité totale. Hein. Ça se passe c'est un film de science-fiction qui se passe dans une société. Ça met en scène des grands officiels et le syndicat des toxicomanes. C'est une sorte de... en 2200, radicale. Et donc, voilà. c'est première fois aussi qu'il y a une édition de ce film-là. Enfin, moi, je l'avais vu, de la collection en double, justement. Voilà, double programme pour un prix, faut le signaler, c'est 25 balles, et c'est ras la gueule de bonus passionnant. Alors, j'ai pas encore regardé les bonus de France Société Anonyme. France Société Anonyme m'avait plutôt ennuyé quand je l'avais vu il y a quelques années. Mais par contre, je serais assez curieux de voir les bonus. Il y a plein d'intervenants hyper intéressants. Et pour revenir vraiment sur Hitler connaît pas, ouais, cinéaste de l'entre-deux, parce que c'est effectivement un documentaire. C'est une succession de jeunes c'est une sorte de portrait kaléidoscopique, parce que les mêmes jeunes quand même, hein. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, 8-9 jeunes qui témoignent de leur vie sur des aspects qu'on pourrait segmenter comme leur rapport à leurs parents, leur vie amoureuse, le travail et leur vision de l'avenir. En gros, c'est un peu sur ces 4 sujets que l'interview est menée, en sachant qu'on n'entend pas les paroles de l'interlocuteur, de l'intervieweur. Et donc un côté finalement extrêmement documentaire au sens propre du terme, une parole nue, et en même temps un dispositif très fort qui est un grand hangar, un vrai studio de cinéma, un éclairage Aiki, quoi, vraiment dans les plus grands standards de l'éclairage de studio, c'est-à-dire une image absolument merveilleuse en termes de lumière sur les visages, hein. Tous les visages, les éclairs dans les yeux, on voit des détails, il y a une luminosité folle qui est tout à fait auquel la copie du Blu-ray et du DVD probablement rend tout à fait justice, c'est vraiment splendide. Donc du coup quelque chose de très artificiel,
hein, quelque part, cette lumière-là, et en même temps une parole vraiment nue, et surtout un montage qui fait dialoguer les différents intervenants du documentaire de façon, là pour le coup, complètement artificielle, de façon très affichée, et de façon complètement ça crée de la fiction. Ça crée complètement de la fiction, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un coup Eustache presque. Il y a un côté, on a l'impression que bien sûr qu'il y a un côté où on voit bien qu'on est dans les années 60, que c'est des questionnements qui traversent le cinéma, le rapport du cinéma au réel, ça revient, la nouvelle vague vient d'arriver, c'est que voilà, on revient dans la rue, il faut arrêter tout le côté artificiel et conventionnel du cinéma de studio pour arriver à quelque chose de presque de plus de prise de vue directe et d'arriver à parler de la société telle qu'il existe réellement. Et en même temps, tu as ce truc de Blier de vouloir créer de la fiction par le dispositif. Alors ce qui est amusant, et c'est ce sur quoi revient pas mal les bonus aussi, que ce soit Toré, Frédéric Bas et même Tavernier lui-même, c'est que, enfin pas Tavernier, excusez-moi, Blier lui-même, c'est que lui, finalement, ce qui l'intéressait là-dedans, c'était de créer de la fiction. Quand on y réfléchit, finalement, c'est pas si différent de ce qu'il va faire dans son cinéma par ailleurs, c'est-à-dire que le cinéma de Blier, c'est un cinéma qui est extrêmement paradoxal quelque part, c'est qu'à la fois on est dans une sorte de quelque chose qui est de l'ordre du prise de très directe, c'est-à-dire des personnages qui existent comme ça, qui sont pris sur le vif, ou qui sont vraiment, comme tu le disais, ancrés dans leur temps, quelque chose de presque documentaire, en tout cas dans la création du personnage lui-même. Il y a quelque chose de l'urgence, mais en même temps, la fiction qu'ils vont accomplir, que le film va leur faire accomplir, est très artificiel. L'exemple typique de ça, c'est Buffet froid. Moi, j'ai pas vu son dernier film, mais c'est encore plus un exemple parlant là-dessus. C'est le film où Christian Clavier joue le scénariste de La vie de Depardieu. Si je me trompe pas, c'est un peu. C'est l'inverse, un truc comme ça. Mais bref, on a affaire directement au scénariste, en tout cas. On a la fois, puis le scénario est perdu, quoi. Donc il faut dans le scénario, agir, quoi. Il y a quelque chose du danger, en fait. Il y a quelque chose. Dans moi, c'est pardon, je te coupe encore, mais avec malgré le temps qui nous reste, mais c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé, moi, avec Les Valseuses. C'est malgré cette chose extrêmement écrite qui tire évidemment du Michel Audiard, des choses de ce genre, on a cette impression de danger qu'il faut saisir l'instant, en fait. Et malgré ça, on a quand même le dialogue qui est extrêmement écrit. On a ces personnages qui sont dans un cadre qui peut paraître extrêmement fixe, mais il y a cette impression de danger constamment et qu'il faut saisir cet instant, en fait. Et ben, je pense que de toute façon, c'est dans ces deux polarités-là, justement, comme on vient d'essayer de le définir, ce côté très artificiel, très dispositif, et à la fois cette urgence, cette volonté de saisir l'urgence d'une situation qu'il faut représenter ou d'un sentiment qu'il faut absolument montrer, qu'il faut absolument montrer à la caméra. Il y a quelque chose qui pourrait être complètement contradictoire dans les termes de la fabrication et de l'instantanéité, et qui fait vraiment tout le dispositif, qui est à la base du dispositif de Hitler connaît pas. Alors, et qui gagne, à mon avis, sur les deux tableaux. C'est un film que je trouve vraiment bouleversant, parce que la parole, et surtout avec le temps passant, c'est un document extrêmement précieux, parce qu'effectivement cette parole-là, elle est rare, elle a cette valeur, la patine du temps leur a donné une sorte de côté très, j'ai envie de dire presque spectaculaire. On se dit ouais, c'est incroyable, c'est vrai, le jeune d'avant a ça. C'est le jeune qui est pas en Algérie aussi, parce que du coup on a l'inverse, on a le documentaire de Tavernier justement de récupérer la parole des jeunes qui étaient en Algérie, et ces jeunes qui sont là, c'est-à-dire qu'ils sont pas en Algérie, parce qu'en 62 ouais, et puis là t'as tout ce rapport effectivement à une sorte de France qui va basculer, enfin qui va basculer, en tout cas il y a une libération des mœurs qui s'installe, mais c'est pas du tout quelque chose qui on sent les prémices de cette chose-là chez un des personnages de Hitler connaît pas, qui est d'ailleurs l'élément perturbateur, et là c'est vraiment un élément de fiction qui arrive, c'est le personnage de la femme facile, en fait, non pas de la fille facile, mais de la fille qui multiplie les conquêtes et qui en témoigne très librement, et qui, par la grâce du montage, uniquement par la grâce du montage justement, fait réagir les autres personnages. Il a isolé des différentes mimiques de tous les autres personnages, des mimiques de dégoût, des mimiques d'étonnement et compagnie. Effectivement, c'est complètement artificiel, c'est juste du montage. Et là où je trouve le film très fort, c'est que même quand il filme par exemple une jeune femme qu'on sent complètement victime de ce système-là, de ce système très patriarcal et très machiste, elle est tombée, quelqu'un l'a engrossée, en gros, elle a cru au grand amour, a priori elle s'est fait complètement avoir, elle est toute seule avec un boulot assez précaire à essayer d'élever un enfant toute seule, et elle est prise dans un monologue où elle explique un peu sa situation, et on sent une sorte de tristesse et
c'est absolument bouleversant ce qu'elle dit. Et en même temps, par des petits points de montage, on va sentir que, ouais, effectivement, il y a vraiment de l'idéologie en jeu. Il y a de l'idéologie d'une France un peu conservatrice qui est inscrite dans des schémas de pensée et de genre qui créent ce genre de victimes. Donc à la fois on a l'émotion de cette chose-là et à la fois on a tout le recul que permet le dispositif. Moi je trouve le film vraiment superbe. Ouais. Donc, qui sort dans une très très belle édition, donc encore une fois chez Studio Canal dans la collection de Jean-Baptiste Torre, Make My Day. Il y en a d'autres qui sont annoncés, hein, des films italiens notamment, là on en a un sous les yeux, Il Maestro di Vajavano de Elio Petri. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Choi Ark et du peu de culture qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas du peu d'habitude qu'on peut avoir aujourd'hui de voir des films hongkongais. Et c'est vrai que chez la collection de Jean-Baptiste Torre, il y a aussi beaucoup de films italiens justement qui sont sortis, qui vont sortir. Et on a, en tout cas moi j'ai à peu près le même souci, je m'en rends bien compte, que toute la comédie italienne des années 60 notamment et 70 même italienne, j'ai une inculture totale en fait, même si j'ai complètement, et même si j'ai une vraie conscience. Jean-Baptiste Torre a fait de nombreuses conférences justement ainsi que sur le cinéma italien où il en parle très très bien et à quel point justement il y a une espèce d'âge d'or qui se crée aussi dans la transversalité en fait qui s'est passée à ce moment-là, comment les cinéastes, les réalisateurs même Pasolini ou d'autres d'ailleurs et les acteurs populaires comment le populaire et l'auteur en fait se croisent de façon complètement naturelle en fait dans cet espace du cinéma italien, et à quel point c'est un peu magique en fait que ça arrive dans n'importe quel cinéma de n'importe quelle nationalité en fait, que ça arrive, ce mélange en fait entre le populaire, l'auteur, l'exigence en fait au-delà du cinéma du milieu français qu'on a pu avoir. Vraiment c'est quelque chose d'encore beaucoup plus absolu. Ouais, et c'est quelque chose de ça, c'est Ennio Morricone qui d'un coup va faire une BO pour Elio Petri et puis le lendemain il va faire une BO pour un obscur film d'horreur et on se dit c'est incroyable, c'est complètement voilà, ça passe. C'est comme si on imaginait, je sais pas moi, Alexandre Desplat d'un coup faire un film, un slasher et puis après faire un et de façon très très naturelle. Enfin vraiment ça ne pose aucun problème et ça permet d'attirer, d'attirer les spectateurs d'un point vers l'autre en fait de façon très naturelle. Et c'est vrai que c'est du coup moi un cinéma que je ne connais pas du tout en fait. Pareil, moi j'ai été beaucoup dans le cinéma italien évidemment à un moment, Fellini, Pasolini, j'avais tout vu. Mais ça m'avait attiré vers quelques exemples d'autres. Elio Petri, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas. Alors c'est une chance peut-être sans doute que Jean-Baptiste Torre ressorte ces films-là. C'est vrai que là d'un coup on se dit je pense, il nous l'avait dit lui-même, c'est que en effet il espérait sans doute attirer des spectateurs peut-être plus ancré dans le cinéma américain des années 70 américain, d'aller vers ces trucs-là et en effet on a envie, on se dit ça apparaît après un film en gros d'action des années 80 australien et hop on va aller faire le curieux. Je pense que ça peut être l'occasion en effet de faire le curieux, je vais le faire, mais je me sentirais pas honnête d'en parler en fait. Donc du coup j'annonce quand même qu'il y a des choses comme ça qui sortent chez lui, mais je me sens pas forcément moi le bagage. T'es pas légitime. Je me sens pas légitime. Je suis pas Jules Topoc et qui débarque dans notre émission pour parler d'un truc alors qu'il n'y connaît absolument rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle que Time and Tide de Choi Ark est sorti chez Carlotta en DVD et en Blu-ray dans un gros coffret, que M est sorti à l'Arvor et qu'il ne restera pas forcément très longtemps. Pour nos amis parisiens, peut-être ils pourront le voir plus longuement, le documentaire donc de Yolande Zoberman. Merci. Et puis donc cette dernière sortie, Hitler connaît pas de Bertrand Blier dans la collection Make My Day de Torre chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment sur le site de Canal B en podcast, puisque nous sommes une émission de radio, nous le rappelons, et sur le YouTube quand même du Cinéma est mort, puisque nous sommes écoutés aussi ailleurs qu'Arène. Merci Antonin de gérer cette station parallèle. Ouais. On se quitte avec un dernier extrait issu de ce reportage des bonus de Hitler connaît pas la jeunesse cinéphile, les jeunes et le cinéma. Voilà, les jeunes et le cinéma. Et on passe au
gonzesse. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. On peut se retrouver aussi demain soir, si vous nous écoutez samedi, à Rio Bravo, à l'Arvor, à 21h. Et on vous espère nombreux. Il y a intérêt. Merci. À très bientôt. Des bisous. Ciao. Est-ce que vous pensez que le cinéma représente exactement la vie comme elle est? Oh non, non, je pense pas. Est-ce que cela vous plaît ou vous déplaît qu'il ne représente pas la vie exactement? Oh ben, ça me plaît aussi. Oui, vous ne voudriez pas voir sur l'écran la vie telle qu'elle est? Non, c'est ça. Quand vous venez au cinéma, c'est pour rêver? Oui, plutôt oui. Pourquoi vous aimez Brigitte Bardot? Je la trouve bien. Vous la trouvez belle femme? Oui. Vous essayez de lui ressembler un petit peu. Est-ce que vous êtes pour ou contre la censure? Dérange pas. Le cinéma pour vous, c'est une distraction ou un moyen d'apprendre quelque chose? Une distraction. Uniquement une distraction? Oui. Vous ne pensez pas que ça puisse vous cultiver un peu? Non. Vous préférez le bal au cinéma? Ouais. Pourquoi vous préférez le bal au cinéma? On se marre mieux.